Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de votre saga Morocars. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire sympathique. On va parler d'une marque qui va nous emmener dans un environnement rouge et rugissant. Je vous parle bien ici de la marque Ferrari. Et pour ne pas rester dans les bas-fonds et parler aussi du plus important, l'histoire de son fondateur, qui n'est pas des moindres, monsieur Enzo Ferrari. Restez accrochés, mettez votre ceinture, préparez le café, baissez le frein à main, et à tout de suite. Comme je vous le disais, l'univers de Ferrari, qui lui est un univers qui va transformer la moindre route de montagne en route de pied et en piste de course. Parce que maintenant Ferrari, c'est tout d'abord une histoire de voiture de course, et ça on va en parler. Mais avant d'en arriver là, il faut commencer quelque part, et vous le doutez bien, moi j'aime bien commencer par les petits détails. On va commencer par quoi? On va commencer par le logo. Le chevaux. On va commencer le chevaux. Tiens, regarde, on va commencer tout d'abord par le cheval cabré. Et celui-là, il faut qu'on parle de sa petite histoire, parce qu'il vient pas de chez Ferrari. Et je vous assure, l'histoire du cheval, elle va vous plaire. Ben oui, puisque c'est là que tout commence. Même si tout ne commence pas là. Quand vous allez me dire comment, je vais vous dire restez, vous allez comprendre. Il faut parler aussi de l'histoire du logo de la marque qui est le Cavallino Rampante, ou le cheval cabré. Ce logo magnifique et fascinant que nous connaissons tous aujourd'hui vient bien de quelque part. Comme je vous le disais, il a une histoire. Et cette histoire, elle est tout simplement rattachée à la Première Guerre mondiale. Il n'y a ni plus ni moins que l'as de l'aviation italienne qui était Francesco Baracca, qui était un des meilleurs pilotes de l'aviation italienne de la Première Guerre mondiale. Défunt et décédé au combat suite au fait que son avion se soit crashé. En général, un crash, tu t'en sors pas facilement, hein, on est d'accord. Maintenant, pour revenir à notre petite histoire, la maman de Monsieur Baracca était une mondaine et qui était ni plus ni moins que l'amie de la maman de Monsieur Enzo Ferrari. Et au détour d'une discussion, maintenant que Enzo commençait à briller un petit peu, elle s'est posé la question et elle a suggéré à la mère d'Enzo si elle pouvait lui demander d'utiliser le symbole et le logo de l'avion de son défunt fils, qui n'est ni plus ni moins que le Cavallino Rampante ou le cheval cabré, pour lui rendre hommage. Enzo s'est exécuté parce qu'en général, une maman italienne te dit de faire un truc, tu le fais, tu t'exécutes, tu réfléchis. Donc, cheval cabré. Et cheval cabré depuis cette époque-là. Ça remonte à la création de Ferrari. Peut-être pas à la création, parce qu'il y a eu quelque chose avant, mais ça c'était le domaine de la course. Mais je vais vous en parler dans ce qui va suivre. L'histoire du Cavallino Rampante un peu plus en détail. Faut savoir que l'emblème de Ferrari est un écusson d'or au cheval cabré, Cavallino Rampante, les lettres S et F en pointe du cheval noir, cabré sur le fond jaune de la ville de Modène, où apparaissent les lettres S et F pour Scuderia Ferrari, surmontées du drapeau italien vert, blanc, rouge. Son origine n'est pas certaine. Selon Enzo Ferrari, sa création remonterait au 25 mai 1923, lorsque les parents de Francesco Baracca seraient venus à sa rencontre à la suite d'une victoire sur le circuit de Stabio. Mais Enzo Ferrari utilise officiellement le Cavallino Rampante qu'il propose et qu'il appose sur les modèles d'Alfa Romeo seulement à partir de 1929. Ce qu'il faut savoir, c'est que Francesco Baracca, pilote de chasse italien et héros de la Première Guerre mondiale, avait pour emblème le cheval noir cabré qu'il avait apposé sur son Spad S8. Il est connu pour avoir remporté les plus belles victoires du conflit, abattant 34 avions ennemis combattants avant de s'écraser à son tour et de finir dans les flammes. La mère de Baracca, la comtesse Paolina, aurait remis un porte-clés avec cet emblème à Enzo Ferrari et lui aurait dit « Ferrari, prends-le et appose-le sur tes voitures, il te portera chance ». Le constructeur aurait ajouté le fond jaune, or en référence à sa ville natale. Néanmoins, il est possible que cette rencontre n'ait jamais eu lieu et Enzo Ferrari ait simplement repris le fameux emblème de Baracca. De même, après la guerre, une brigade aéroportée italienne reprend le symbole en hommage au pilote de chasse décédé. Dès 1947, date de la création de l'entreprise, le logo initial dit Scudetto est réservé au modèle préparé par la Scuderia Ferrari, l'écurie de compétition de l'entreprise. Le logo du groupe est néanmoins créé à partir du Scudetto modifié. Il adopte une forme rectangulaire d'où disparaissent les initiales SF au profit du nom Ferrari. Entre-temps, l'histoire du cheval cabré. Maintenant, la suite. Maintenant arrive la belle histoire. L'histoire de par qui tout a commencé. Le créateur, monsieur Enzo Ferrari. Et Enzo Ferrari est une personnalité majeure de l'histoire automobile, puisqu'il a toujours été le maître d'orchestre de son orchestre de moteurs rugissants et hurlants qui ont fait l'image et l'histoire de Ferrari en course, et puis et bien après dans l'ensemble des compétitions qu'elles ont connues, pour enfin intégrer le cœur des conducteurs et des conductrices d'ailleurs. Et le commentateur, le padre Enzo, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui avait un charisme particulier, qui aimait bien faire des blagounettes à son goût. Et il avait souvent l'occasion de dire qu'une Ferrari, ça devait être comme une belle femme italienne, comme une belle donna, c'est-à-dire qu'elle devait être belle, attirante, mystérieuse et capable de vous rendre complètement barge.
ou accro. Je suis pas sûr que toutes les femmes soient d'accord avec, mais bon, c'était Enzo Ferrari et son état d'esprit de macho italien de la belle époque. Maintenant, Enzo Ferrari est un jeune qui est né dans son Italie maternelle et qui bien sûr a commencé par être mécanicien. Je vais vous le faire rapidement pour éviter que l'épisode soit trop long, comme ça on rentre dans les détails et qu'on s'amuse un peu plus. Donc, il a commencé par être mécanicien. Mécanicien, vous allez me dire chez qui? Je vais vous dire chez Alfa Romeo, qui bien sûr lui était un mécanicien brillant. Je vous passe l'histoire de sa naissance, où c'est qu'il a fait ses études, etc. Puisqu'il a étudié dans un lycée spécifique, il a fait des études de mécanique, etc. Il était dédié par cette histoire. Il finit chez Alfa Romeo et Alfa Romeo lui propose bien sûr directement de travailler au sein de l'équipe de course, qui était la QV, la fameuse feuille à 4 feuilles du trèfle. Plutôt feuille à 4 feuilles, plutôt trèfle à 4 feuilles, voilà. Et il va longtemps travailler dans cette équipe de course, puis diriger l'équipe Alfa Romeo de compétition, comme disent les Italiens, pour enfin créer sa propre écurie. Et c'est là qu'il va commencer à faire ses petites voiturettes. Bien sûr, juste après intervient le contrat qu'il a eu avec Alfa Romeo, qui lui a interdit de faire des voitures. Donc pendant longtemps, il a fait des voitures, mais pas sous sa bannière, puisque son nom ne lui appartenait plus. Jusqu'au moment où à un certain moment il arrive à le récupérer au bout de l'expiration du dit contrat et il commence enfin à fabriquer des voitures de course Ferrari. Et là Ferrari avait réalisé quasiment son rêve, c'est-à-dire devenir patron d'une écurie de course. Mais le problème c'est que l'écurie de course, ça bouffe de la thune. Eh ouais, et la thune il en faut. Maintenant la majorité des grandes écuries, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient la course le dimanche pour vendre le lundi. Et l'un faisait fonctionner l'autre. Mais Ferrari lui non, lui carré, il n'avait rien à foutre des voitures qu'il pouvait vendre à tout le monde. D'ailleurs, la preuve, c'est ce qui a donné lieu à la fameuse histoire avec son voisin, Monsieur Lamborghini. Mais ça, c'est un autre épisode. Vous pouvez aller le voir sur ma chaîne et vous allez trouver un épisode dédié qui parle de ce petit conflit. Maintenant, pour en revenir à Ferrari. Ferrari, lui, par contre, son kiff, c'était les voitures de course. Donc, il voulait faire que ça. Maintenant, ça allait pas pouvoir continuer longtemps. Parce que derrière, il y avait des mecs comme Fiat, il y avait des mecs comme Alfa Romeo, il y avait des grosses boîtes qui avaient beaucoup d'argent comme Lancia. Et là, ça allait vite rapidement poser problème. Donc, Enzo Ferrari a été condamné à créer ses premières voitures de route. Et c'est ce qui va donner lieu à un ensemble d'une des plus belles créations de l'automobile et quelques-unes des carrosseries les plus mythiques de l'histoire de l'automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire pas plus de 200 ans, parce qu'avant, il n'y a pas de voiture. Cela étant dit, la suite. Mais une fois que les voitures de route, ça commence, Ferrari était un visionnaire. Et étant un visionnaire, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, le meilleur moyen de conquérir le cœur des amateurs, c'est d'utiliser une couleur particulière. Alors, là, je vais vous dire un petit secret. Ça reste entre nous, hein. La première Ferrari n'était pas rouge. Sortie d'usine, non. Non. Vous allez me dire, attends, mais dis, c'est pas possible. Ah si, chut, écoute. La première Ferrari, mon gars, elle était verte. Ouais. Je te rassure, le père Enzo, il a pas toujours fait que des bonnes décisions. Et tu vas le comprendre. Juste après, il va se dire, le vert, ça marche pas trop. Même si des commandes avaient commencé à apparaître en vert. Il s'est dit, le jaune. Eh ouais. Moyen. Maintenant, on se rappelle a posteriori que le jaune est une couleur de sport. D'ailleurs, hashtag Aptidonne, je vous expliquerai cette histoire après. Mais non. C'est là que Enzo Ferrari a eu l'éclair de génie, comme d'habitude, hein, comme il a souvent eu des éclairs de génie, il est pas bête, le gars. Et il a pensé au rouge. Le fameux rouge que nous connaissons et que tous les enfants ont connu, les amateurs de voitures, tous les enfants qui ont eu un poster un jour d'une Ferrari dans leur chambre, c'était un poster rouge. Et je peux même vous dire que ma génération, je vais vous dire c'est quelle voiture. C'était soit la Ferrari 308 GTO qu'il y avait dans la série, je me rappelle plus comment ça s'appelait cette série, c'était un truc à Miami. Ouais, sûrement. Je vais me rappeler le nom. Et la deuxième, c'était la Ferrari F40. Une icône. Donc automatiquement, le rouge. Et là, il s'est pas trompé, parce que ça a commencé à attirer même des gens célèbres. Le Rosso Corsa, ou ce qu'on appelle le rouge d'Italie ou le rouge course. À la base, quelle est la couleur historique de Ferrari? Le rouge ou le jaune? Bonne question à se poser. Le 1er décembre 1929, quand Enzo Ferrari fonde à Modène, sa ville natale, l'usine Ferrari, la Scuderia, l'écurie de course de Ferrari, si les modèles engagés par la Scuderia arborent le logo au cheval cabré sur fond jaune, le jaune de Modène, leur carrosserie est peinte en rouge, Rosso Corsa, le rouge de l'Italie. En effet, les monoplaces arborent leur livrée nationale, les italiennes Alfa Romeo et Maserati sont ainsi rouges, et les françaises Bugatti sont bleues. Les anglaises Lotus et BRM sont vertes, et les allemandes Mercedes-Benz sont grises. C'est la raison pour laquelle la première Ferrari de course, la Ferrari 125, est produite en rouge. À la fin des années 1960, conscient des coûts de plus en plus élevés de la compétition, la Commission sportive internationale de la FIA autorise les équipes à recourir au sponsoring extra-sportif. Colin Chapman signe un partenariat avec les cigarettes Imperial Tobacco et les Lotus
sont les premières monoplaces à abandonner leur livrée nationale pour les couleurs Gold Leaf. La Scuderia Ferrari est l'une des rares écuries à avoir conservé sa couleur nationale pour ses modèles de course. Et aussi les stars. Et ouais, c'est là que le bouche à oreille va fonctionner, il va fonctionner du turfu pour Ferrari. Même si à l'époque elles n'étaient pas exceptionnelles d'ailleurs. Il y a encore des choses reprochables même aujourd'hui. Mais c'est Ferrari. La Scuderia Ferrari. D'ailleurs, en parlant du logo que je vous ai dit tout à l'heure, le SF, si vous cherchez à savoir ce que ça veut ni plus ni moins dire que Scuderia Ferrari, l'équipe Ferrari. Parce que, pour rappel, Ferrari a toujours eu vocation d'être d'abord une équipe de course et pas une voiture du grand public. C'est pour ça qu'au début, elles étaient compliquées. Les célébrités ont tellement accroché sur cette marque que finalement cette marque, dans la fin des années 60, début des années 80, c'est devenu la seule marque qui permettait à quelqu'un de prouver son statut social et de montrer à la planète entière qu'il avait réussi. Et à cette époque-là, on parlait déjà de quelques-unes des Ferrari les plus mythiques qui restent gravées dans l'histoire, en l'occurrence la Ferrari Testarossa, la 512 TR, la 308 GTO et autres 280 GTO qui étaient la belle époque du départ de Ferrari. D'autres modèles, y compris la Gino, etc., ça on en parlera dans les modèles dans ce qui va suivre dans la vidéo. Donc, faut rester jusqu'à la fin. Depuis cette époque-là que nous allons retracer vivement dans les photos qui vont suivre, que nous allons retracer brièvement dans les photos qui vont suivre, cette époque-là, Ferrari a continué à écrire son histoire dans un encre doré de victoire, de réussite, de vente et d'état étincelant pour la société et pour son image de marque. Bien évidemment, suivi tout ça grâce à des modèles emblématiques, comme je vous l'ai expliqué, la Gino, la Testarossa, la 812, la 512 TR, la F40, la F50, la Enzo, la Ferrari, attends, deux parenthèses. Pour ceux qui n'avaient pas compris, oui, c'est pas la Ferrari, la marque, hein. C'est une Ferrari qui s'appelle la Ferrari. Ça a déjà 10 ans, si tu n'es pas encore au courant, moi je te le dis tout de suite. Il y a une Ferrari qui s'appelle la Ferrari. Sommet de, je me la pète. Eh oui, Enzo Ferrari aurait été fier de cette appellation. Voilà, c'est grâce à des modèles comme ça, emblématiques, que Ferrari fait son histoire et fait aujourd'hui encore son histoire. Maintenant, il faut se rappeler que Ferrari est une belle entreprise, qui est une entreprise maintenant cotée en bourse à New York, et dont l'action ne fait que s'apprécier depuis le lancement. Une boîte qui a encore certaines valeurs et qui a aussi une certaine stabilité en produisant un produit de qualité qui a toujours une image forte. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'elle est passée de propriétaire en propriétaire. Ferrari, bien évidemment, a toujours été une affaire familiale, puisque vous connaissez la fameuse histoire dont il y a eu un film, où Ford a essayé de racheter Ferrari en lui proposant un contrat vaseux. Et celle-là, elle est excellente. Attendez, on va s'arrêter 2 minutes et je vais vous la raconter. À une certaine époque, Ferrari, il est dans la merde. Je sais, je digresse, mais attendez. Dans la merde. Il cherche financement pour continuer à faire ce qu'il aime. Là, il va avoir mis la bourre quelques années avant, il a mis la bourre à tout le monde sur les 24 heures du mois avec ses bagnoles. Oh, tu manges un truc ou un café qui passe pas plus loin. Il a mis la bourre à tout le monde. Et à ce moment-là, il y a Ford qui arrive et qui se dit bon, au lieu d'aller essayer de développer une voiture, ce qu'ils ont fait avec la GT40, qu'ils ont très bien fait d'ailleurs, ils avaient pour idée au début de racheter Ferrari, département course, pour savoir un peu. Bah, ils se sont dit on va aller voir le père Ferrari, on va lui dire tiens écoute, on va te donner des thunes, tu nous vends les voitures qu'on vend en public et toi tu t'occupes du département du course. Tu restes le patron mais nous on achète tout. Et le nom bien sûr ne t'appartient plus. Ils vont le voir, ils ont rendez-vous avec lui, ils arrivent au bureau. Lui il arrive désagréable bien sûr comme d'habitude, un gros porc. Fait, ils veulent quoi les connards là? Hein? Acheter ma marque? Pardon? Il y a son associé qui lui fait on a besoin d'argent là. Puis tu veux quoi toi le gros ricra à la con là qui mange des saucisses? Hein? Racheter ma marque de famille. Ouais. Et tu veux en faire quoi? Tu veux vendre des voitures? Eh ben écoute, c'est quoi? Fais voir ton contrat. Il le regarde, baisse les lunettes. Le déchire et il fait tiens, va bien te faire foutre. Enfin, ils deviennent fous. Mais c'est une des histoires qui a fait la notoriété et la folie de monsieur Enzo Ferrari, qui a poussé bien sûr à ce que la marque reste une affaire familiale. Elle est restée sur plusieurs générations jusqu'au bien sûr au moment où elle a été dirigée par Luca De Montezemolo, qui est bien sûr un proche, et après par d'autres personnes qui maintenant font partie du conseil d'administration et du directeur de Ferrari, qui est une société comme je vous l'ai expliqué cotée en bourse. Très florissante. Quand on parle de Ferrari, il faut aussi parler de la genèse de la marque Ferrari. Parce que, vous devez le savoir, Ferrari est une société qu'on appelle la Ferrari Automobile SPA. Ferrari est basée en Italie à Modène, qui a été fondée bien sûr par Enzo Ferrari. Mais tout d'abord, ça commence plus simplement, puisque on arrive à la partie du SF, la partie qui s'appelle Scuderia. Ça ne vient pas de nulle part. À l'époque, dans les années 30,
Alfa Romeo fait concourir des voitures de course sous une appellation qu'on appellera Alfa Romeo Corse. À l'époque, Ferrari est le bras armé de Alfa Romeo, puisqu'il dirige le département Scuderia de Alfa Romeo, qui est la Scuderia Alfa Romeo. Ça commence au début des années 30 et ça s'arrête en 39. En 39, vous allez me dire pourquoi. Je vais vous dire pour la simple raison que Alfa Romeo, à cette époque, décide tout d'abord de ramener un nouveau directeur technique, qui est Wilfried Ricard. Et Ricard allait prendre le poste de directeur technique, tandis que Ferrari allait prendre le poste de directeur sportif. Ferrari ne l'a pas pris du meilleur angle et n'était pas totalement d'accord. Il a décidé de refuser et de partir. Bien évidemment, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Alfa Romeo, suite au contrat qu'ils ont avec Ferrari, l'empêche de produire et de créer ou de mettre en compétition n'importe quelle voiture sous son nom pendant 4 ans. Ce qui va pousser Ferrari à ronger son frein longtemps, mais à récupérer son nom et à être parti quand même avec un petit pacte. Quelques années plus tard, il fonde la Scuderia Ferrari. Et avec son esprit revanchard, il décide de se venger de tous ceux qui l'ont bien fait chier. Et bien sûr, dorénavant, ça va être son objectif, faire chier les autres. Et il crée la Scuderia Ferrari en 1947. En 1939, grâce à l'argent qu'il a récupéré suite à la dissolution du groupe de la Scuderia, il va aller fonder sa petite entreprise qu'il va appeler la Automobile Avio Costruzione. Je vous le fais avec l'accent italien, hein. Pas mal. Et pour que l'histoire soit un peu plus visuelle, je vais vous faire une partie de ce qui va suivre en voix off avec des belles photos, comme ça vous pouvez comprendre qui intervient à quel moment, qui se place à quel moment dans l'histoire et qui fait quoi dans cette société. J'allais dire une connerie, mais bon, des fois je sais qu'ils vont regarder en famille, donc j'essaie de calmer le pied sur les conneries. Donc on va pas manquer de vigilance, comme il dit Pierry. Donc la suite. Les années 60 marquent un tournant dans l'histoire du constructeur italien, et ce pour plusieurs raisons. La première d'entre elles concerne la Ferrari 250 GTE. Dans le but d'augmenter ses ventes de véhicules de tourisme et ainsi financer ses courses automobiles très onéreuses, Ferrari décide de développer une automobile capable d'attirer une nouvelle clientèle, désireuse d'aller à la fonctionnalité d'une familiale et à la sportivité d'une GT. La 250 GTE, première Ferrari dite GT 2+2, connaît un grand succès, réalisant l'importance des automobiles à grand volume pour la survie de la marque. La 250 GTE sera par ailleurs produite à plus de 900 exemplaires, en faisant d'elle la première Ferrari réellement produite en série. Le second bouleversement concerne plus particulièrement l'entreprise que les modèles. En 1960, Ferrari devient une société anonyme, la Società Esercizio Fabbriche Automobili e Corse, la CEFAC. Dépensant beaucoup d'argent en Formule 1, en grand tourisme et en sport prototype, la CEFAC doit de surcroît faire face à une vive concurrence de la part des autres constructeurs de voitures à haute performance, Jaguar, Maserati, Porsche ou encore Aston Martin. C'est également durant cette période, en 1963, que le géant américain Ford se propose d'aider Ferrari. Néanmoins, l'accord entre Henry Ford et Enzo Ferrari ne sera jamais signé. Malgré cette domination de Ford, Ferrari remporte de nombreuses victoires dans de nombreuses compétitions, avec les Ferrari 250 Testarossa et 250P en sport prototype, ou encore la Ferrari 250 GTO qui surclasse immédiatement ses rivales en grand tourisme. Cette dernière est d'ailleurs considérée par le magazine Motor Trend Classic comme l'une des meilleures Ferrari de tous les temps. Mais malgré ses succès, l'avenir de Ferrari demeure incertain, en raison de difficultés financières. C'est la raison pour laquelle le 18 juin 1969, Enzo Ferrari vend 50% de ses parts de la CEFAC Gianni Agnelli, CEO du groupe Fiat. L'accord prévoit également qu'à sa mort, 40% supplémentaires seraient accordés à Fiat, tandis que les 10 derniers pourcents iraient à son fils Piero Lardi Ferrari. Giovanni Agnelli nomme alors en 1991 à la tête de Ferrari Luca De Montezemolo, en 2005, qui fut l'assistant d'Enzo Ferrari. En 2005, la société vend 5399 voitures et 5743 en 2006, faisant progresser son chiffre d'affaires de 17%. La pression des concessionnaires est aujourd'hui telle que Ferrari pourrait produire et vendre plus de 12 000 voitures par an. Cependant, la politique de l'entreprise est de rester plus proche de l'artisanat que de la fabrication industrielle. D'autant plus qu'il existe une très forte demande de voitures faites sur mesure. La restructuration de Fiat, menée par Sergio Maccioni, portant ses fruits, il a fait valoir fin septembre 2006 une option de rachat auprès de la Mediobanca, qui lui a permis de récupérer 29% de Ferrari et environ 800 millions d'euros, portant sous son contrôle 85%. Les 5% restants avaient été cédés par la banque au fonds d'investissement Mubadala de Abu Dhabi. Piero Ferrari, le fils d'Enzo, possède quant à lui 10% du groupe. Le 29 octobre 2014, Fiat Chrysler Automobile FCA annonce son intention de scinder Ferrari en introduisant de 10 à 20% de Ferrari en bourse.
courses, le restant étant redistribué aux actionnaires de Fiat Chrysler Automobile. Il espère dégager ainsi 2,25 milliards d'euros par cette vente. Le 3 décembre 2015, les actionnaires de Fiat Chrysler Automobile approuvent la scission entre le constructeur et sa filiale Ferrari. À cette occasion, FCA fait le choix de transférer ses actions Ferrari à la société FE Interim. Cette scission est réalisée le 4 janvier 2016. Le 15 mars 2020, Ferrari annonce la fermeture de ses usines de Maranello et de Modène et l'arrêt de la production jusque le 27 mars en raison de la pandémie du Covid en Italie. Tout comme la Scuderia Ferrari qui arrête ses activités. Début décembre 2020, le PDG de Ferrari, Louis Camilleri, démissionne de son poste pour raisons personnelles. Il est remplacé en 2021 par Benedetto Vigna en provenance de la ST Microelectronics. Là intervient la période particulière où on va commencer à parler des voitures qui ont fait la célébrité de Ferrari, en l'occurrence les voitures de route. Et on va parler de beaucoup de gens, des gens qui ont participé à son histoire, des designers, des motoristes, des ingénieurs. Et pour tout ça, on va repasser en voix off parce que ça va aller plus vite et ça va être beaucoup plus dynamique. La suite. Dans les deux chapitres qui vont suivre, on va parler des bouleversements qui sont arrivés dans les années 60 et la collaboration et les coopérations fructueuses qu'ont pu faire Ferrari et qu'a pu faire Enzo avec d'autres personnes. Ça, c'est le chapitre qui suit. On regarde. Ouais, ça passe. Allez. Parlons maintenant d'un truc un peu plus rare qu'on appellera les sports prototypes ou encore Gran Turismo Prova. Prova étant l'appellation italienne qui est apposée par Ferrari sur les plaques d'immatriculation pour désigner leur véhicule prototype d'essai, vu pour répondre à la législation italienne de l'époque. Les modèles de sport prototype et Gran Turismo constituent encore aujourd'hui l'essentiel des ventes du constructeur italien. La première Ferrari de tourisme, la Ferrari 166, est ainsi apparue en 1947. Par la suite, les automobiles plus célèbres, les unes que les autres, se sont succédées, telles que les Ferrari 250 dans les années 50, les Ferrari 365 dans les années 70 ou encore les plus récentes F430 dans les années 2000. Les modèles sont par ailleurs toujours plus puissants. Le premier moteur Ferrari d'une cylindrée de 1,5 litre développait un peu plus de 100 chevaux, tandis que les derniers modèles de tourisme atteignant aisément plus de 500 chevaux pour la cylindrée de 4,5 litres ou voire 600-700 chevaux pour des cylindrées plus élevées. À l'époque où le châssis des automobiles était construit par un constructeur tandis que la carrosserie était confiée à des ateliers spécialisés, Ferrari s'entoure de célèbres carrossiers pour habiller ses modèles. Vignale, Touring, Pininfarina, Zagato ou encore des noms tout aussi célèbres. Zagato en l'occurrence signe de nombreux modèles Ferrari. Si aujourd'hui les constructeurs réalisent également la carrosserie de leur propre modèle, la dernière réalisation de Ferrari en 2012 fut la Ferrari F12 Berlinetta, qui est encore réalisée par le bureau d'études de Pininfarina. Là, on arrive dans un événement un peu plus triste pour tout le monde. Ouais. Mais bon, même les événements durs, il va falloir en parler. Hein. Faut bien, c'est l'histoire, c'est l'histoire. On va pas la réécrire. Là, on arrive au décès, enfin à la mort du commendateur, monsieur Enzo Ferrari, et ce qui va arriver ensuite. Sans parler du chapitre qui suit juste après, qui est lui aussi pas très sympa, c'est les déboires financiers de la marque et les hauts et surtout les bas qu'elle a vus. Et on va voir ça aussi. On voit off toujours, hein. Bah oui, comme ça fluidifie le montage. Mais la question à se poser, qu'en est-il de la situation de l'entreprise aujourd'hui? La situation juridique et financière. L'entreprise, en tant que telle, est située à Maranello, en Émilie-Romagne, à 35 km de Bologne, en Italie. Enzo Ferrari y fit construire de toutes nouvelles installations, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur des terrains qu'il avait acquis pendant la guerre, dans ce gros bourg situé à 18 km au sud de Modène, où furent construites les deux premières voitures portant le nom Ferrari. Ferrari, depuis le début des années 2016, ne fait plus partie du groupe Fiat. Elle fournissait des moteurs à peu près 7500 par an et la peinture des carrosseries de Maserati, ancienne autre filiale du groupe. En 2002, Fiat, grévé par un endettement colossal, avait dû se résoudre à revendre 34% de ses parts de Ferrari au groupe financier italien Mediobanca pour un montant total de 775 millions d'euros. Là, on arrive à une époque où tout reprend et les belles choses reviennent, le soleil revient et la pluie s'estompe. Et ouais, après la pluie de beau temps, comme on dit. Tout d'abord, on parle de la Formule 1. La Formule 1 est la belle histoire magnifique de Ferrari dans cette aventure qui est ni plus ni moins que le sport automobile de la catégorie reine du sport automobile. À force d'en faire des vidéos, je commence à perdre mon latin et perdre mon vocabulaire, c'est bizarre. Ensuite aussi, on parle d'un autre truc qui est sympathique et on va voir des très très belles voitures, qui est le département Classici et le département Competizione Cliente. Donc, comme son nom l'indique, hein, Classici, c'est-à-dire le département restauration des vieilles voitures, qui est en train de remonter à fond puisque certaines Ferrari atteignent des cotes stratosphériques.
Et bien sûr, le département Competizione Cliente, qui lui est une idée qui a été créée par Ferrari à une certaine époque pour essayer de galvaniser une certaine clientèle. On va en parler en détail en voix off quand je vais vous montrer les photos des 10 véhicules. Désireux de répondre aux attentes des maisons d'enchères en termes d'authenticité et de traçabilité des modèles Ferrari, le département Classici réalise des certificats d'authenticité qu'on appelle Certificato de Autentificazione, des modèles vieux de plus de 25 ans, les voitures de compétition et autres modèles d'exception, Ferrari Enzo, Ferrari F40, F50 et autres. Les modèles doivent répondre à des critères d'authentification et d'identification particulièrement restrictifs. Entre autres, les automobiles ne doivent pas avoir connu de modifications, les numéros de série de l'ensemble des organes mécaniques doivent correspondre, ce qu'on appelle un matching number. Pour cela, Ferrari se base sur des documents d'archives enregistrés depuis 1947 et n'hésite pas à reproduire des pièces mécaniques sur mesure ou à faire appel à des anciens employés au titre de consultants pour reproduire d'anciennes techniques et reproduire des pièces qui ne sont plus fabriquées aujourd'hui. Dans ce chapitre, on aborde une idée novatrice qui a été lancée par Ferrari, entre autres, en complément de ce qui va suivre, pour motiver les clients les plus fortunés à faire partie d'une famille encore plus sélecte. Et ici, je vous parle du département Classici et Corse Cliente. Différents sur de nombreux points, les départements Classici et Corse Cliente ont point commun la volonté d'assurer la pérennité et le patrimoine de Ferrari. Le premier assure l'authenticité et la restauration des modèles historiques, tandis que le second propose aux clients Ferrari d'acquérir la possibilité de participer à l'entretien d'une GT, à une F1, le génie commercial de Ferrari dans sa plus belle incarnation. Pour répondre, les termes du magazine Auto Hebdo, et d'avoir réussi avec le département Corse Cliente à entretenir son patrimoine sans y engloutir des sommes colossales. Et ce, en faisant participer financièrement les passionnés de la marque. Ce concept implique chez Ferrari d'acheter une voiture de course qui n'est pas destinée à rouler sur la route et qui va vous faire participer à un ensemble de courses designées par Ferrari pour leurs clients et s'occupant bien sûr de la garantie, du suivi, de l'entretien, du changement des pièces et de l'assistance sur les paddocks en transportant vos voitures de course en course. Bien sûr réservé à une clientèle ultra élitiste puisque certains modèles peuvent dépasser allègrement les 20 millions d'euros. Judicieux aussi de parler d'un historique fort et exceptionnel en Formule 1, puisqu'en 1950, la Scuderia Ferrari, l'écurie de course de Ferrari, rejoint le championnat du monde des Formule 1 et remporte rapidement ses premières victoires. José Florian González offre à l'équipe sa première victoire au Grand Prix automobile de Grande-Bretagne en 1951, tandis qu'Alberto Ascari remporte le championnat un an plus tard avec l'équipe et le seul du paddock à avoir disputé l'intégralité des saisons de Formule 1 depuis l'instauration de la discipline en 1950. Ferrari est la plus ancienne équipe dans le championnat, mais également la plus titrée. L'équipe détient la quasi-totalité des records en Formule 1. À la fin de la saison 2019, Ferrari détient 15 titres de champion du monde des pilotes, 16 de champion du monde des constructeurs, 238 victoires en Grand Prix et plus de 8257 points totalisés, 770 podiums, 228 pole positions, 254 meilleurs tours de course et 84 doublés en 991 Grands Prix. Bon nombre de célèbres pilotes se sont relayés au volant des Ferrari tels que Tadzio Nuvolari, Juan Manuel Fangio, Phil Hill, Jackie Hicks, Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Jean Alesi, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Eddie Irvine, Felipe Massa, Sébastien Vettel et surtout le grand, l'inénarrable, le baron rouge, le prince Ferrari, Monsieur Michael Schumacher, qui est bien sûr l'icône indiscutable de Ferrari et de la Formule 1, une légende. Ce dernier septuple champion du monde, dont 5 fois avec Ferrari, avait connu 72 victoires. Il est d'ailleurs le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1 en égalité avec Lewis Hamilton. Et ce qui va faire beaucoup plaisir à plein de ferraristes, c'est que la boucle sera vraiment bouclée puisque dernièrement, la Formule 1 a annoncé que Lewis Hamilton allait rejoindre l'équipe Ferrari pour finir sa carrière. Donc, c'est une belle histoire puisque ici, Lewis Hamilton rejoint la personne qui lui a mis le pied à l'étrier en l'aidant à faire ses premières courses de Formule 2, qui était pendant une époque son manager et qui n'est ni plus ni moins que le directeur de Ferrari au jour d'aujourd'hui. Monsieur Frédéric Vasseur. C'est une très belle chose et c'est une bonne chose à savoir. Maintenant, les places qui vont se discuter, on en parlera si vous voulez dans une vidéo supplémentaire puisqu'il restera une place vacante chez Mercedes. Et puisque bien sûr, Charles Leclerc a été confirmé à son poste jusqu'en 2026. Donc Charles Leclerc et Lewis Hamilton chez Ferrari, ce qui impliquera qu'il restera une place vacante chez Mercedes. On en discutera. Là les amis, on parle de l'atelier Ferrari et ce qu'ils savent faire, leur technologie, leurs brevets et quelques chiffres, pour ensuite passer sur l'avant-dernier chapitre qui est ni plus ni moins que les modèles Ferrari, où là on va se faire plaisir. Je vais vous faire, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant sur les épisodes de Car Story, je vous fais une petite énumération des modèles les plus emblématiques, pourquoi, qui, comment, comme ça, les prix bien sûr, éventuellement la cote actuelle. Ça promet d'être long au montage cette histoire, ça va faire un long épisode. Mais je sais que vous commencez à aimer mes petites histoires, je vous raconte tranquillement ce qui s'est passé, donc on va se le faire.
La suite. Généralement, les modèles de tourisme Ferrari sont aujourd'hui propulsés par un moteur V8 ou V12, Ferrari privilégiant l'exclusivité. Ces automobiles resteront des modèles de plus de 150 000 € et de 450 chevaux. Si Ferrari s'est engagé avec la California à produire des modèles plus civilisés et novateurs, la California est le premier coupé cabriolet de la marque. La philosophie de la marque est restée inchangée tout du moins. De tout temps et pour toujours, Ferrari, c'est 4 roues et 2 portes seulement. Amelio Felisa, administrateur délégué de Ferrari, Auto Hebdo, lors de la série 25 septembre en 2009. Mais malheureusement, on a su que, malgré l'intervention des différents patrons de Ferrari, en l'occurrence le dernier qui disait que si un jour Ferrari devait faire une voiture à 4 portes, il fallait d'abord lui passer sur le corps, on se rendra compte que l'histoire l'a fait mentir et que récemment, ils viennent de nous sortir et de nous pondre le Ferrari Puro Sangue, le premier SSUV ou FFUV, Ferrari Utility Vehicle. Ça n'empêche pas que c'est un SUV, ça n'empêche pas que beaucoup d'admirateurs et beaucoup d'aficionados de la marque ont très mal pris l'apparition de ce véhicule. Néanmoins, les choses changent et le monde évolue. La Ferrari F355 apporte une première en torse à ce règlement. Le dernier 5 désignant le nombre de soupapes par cylindre. En 1999, la Ferrari 360 Modena innove en utilisant uniquement la cylindrée totale en centilitres. Mais on l'avait pas déjà vu ça? Bon, en vérité, ils innovent pas, hein. Ils nous refont à chaque fois une sauce et à chaque fois ils font ce qui leur passe par la tête, on est d'accord. Les modèles V6 et V8 utilisent quant à eux une convention différente. Les deux premiers chiffres indiquent la cylindrée totale en litres, tandis que le troisième chiffre désigne le nombre de cylindres. Ainsi, la Ferrari 348 est propulsée par un moteur V8 de 3,4 litres. Mais revenons à notre histoire. Si la Ferrari F430 suit également cette dernière logique, sa remplaçante, la Ferrari 458 Italia, reprend la convention initiale, puisque son nom fait référence à son moteur, un V8 de 4,5 litres. Je vous l'avais dit, c'est un bordel. Seuls quelques modèles n'ont pas connu de nom chiffré à l'image de la Ferrari Testarossa ou de la Mondiale. La convention de 3 lettres, effectivement, est accompagnée d'un qualificatif ou d'une lettre faisant référence en général à leur carrosserie ou à leur vocation. Par exemple, la Ferrari 250 GT Lusso pour grand tourisme de luxe, ou encore la F355 Spider en sont des exemples les plus criants. Certains modèles font quant à eux référence au succès sportif de Ferrari. La mention MM de la 166 MM fait référence à la 1000 Miglia, tandis que la 16M de la Scuderia 16M Spider fait référence aux 16 titres de champion en constructeur F1 remporté par Ferrari. Pour que la boucle soit bouclée, nous allons parler aussi des supercars et des concept cars. Quelques rares modèles de supercars ont trouvé leur place dans la gamme Ferrari. La 250 GTO, apparue en 62, est généralement considérée comme la première supercar de Ferrari, suivie au milieu des années 1980 par la 288 GTO qui était destinée au groupe B, qui malheureusement s'est éteint, et ainsi que la F40, la F50 ou encore la Enzo produite en 2002. Enfin, pour en arriver à l'un des plus beaux modèles jamais produits par Ferrari, qui n'est ni plus ni moins que la Ferrari, en 2013. Premier modèle de route Ferrari à introduire d'ailleurs le système KERS utilisé en Formule 1, de récupération d'énergie kinétique. Elles assurent aujourd'hui la pérennité des supercars Ferrari. Ces modèles se caractérisent par leur conception radicale issue des dernières technologies présentées en sport automobile. Leur puissance et leur nombre réduit montrent que ce sont des modèles de plus en plus rares. Quelques rares concept cars ont également été produits pour des clients fortunés, décidés pour eux, par eux et produits seulement pour eux. À l'image de certaines Ferrari comme la Ferrari Mito, Modulo ou encore la Ferrari P45 by Pininfarina. Enfin, nous arrivons au point le plus spécifique de la marque qui est le Puro Sangue. Premier SUV de Ferrari baptisé Puro Sangue pour Pur Sang et dévoilé en 2022, le 23 mars, et le constructeur au cheval cabré dévoile une première image officielle de la face avant de son SUV, qui maintenant a fait le tour d'internet. Premier SUV de chez Ferrari, 4 portes, 4 places, porte à l'arrière antagoniste, tout ce qu'on appelle plus communément porte suicide, avec le design qu'on lui connaît, et bien évidemment un V12 de 640 chevaux, dérivé tout simplement de la Superfast, qui est globalement un bon véhicule, on peut pas le nier. Que dire également de l'Atelier? Inscrit dans le programme de One-to-One, lancé dans un premier temps en 2008 pour la gamme des modèles V12, les Ferrari 612 Caglietti, 599 Fiorano et bien sûr 599 GTO, l'Atelier Ferrari est un espace exclusivement destiné à la personnalisation des modèles des futurs propriétaires de Ferrari. Installé dans l'usine de Maranello, l'Atelier accueille chaque futur propriétaire afin de leur prodiguer des conseils et les amener au choix qu'ils veulent. Ces conseils sont distillés par Federico Pastorelli, alors qu'auparavant, selon les concessionnaires, assurait cette fonction. L'Atelier est une réussite commerciale étant donné que les clients déboursent en moyenne 30 000 € en options contre 13 000 € chez les distributeurs. Et bien évidemment, sans parler du département de personnalisation sur mesure qu'on appelle effectivement ici le département spécialisé dans la personnalisation qu'on appellera Ferrari Tailor Made.
Maintenant, nous abordons un chapitre un peu plus jovial, qui est le chapitre de la Formula 1, ou plus communément appelé la Formule 1. Le slogan Formula 1, Formule 1, ou Formule Homme en italien, résume en 2 mots la stratégie industrielle lancée en 1997 par Luca de Montezemolo. Cette stratégie, qui place l'humain au centre des considérations du constructeur, est destinée à optimiser les lieux de travail, à soigner la formation continue et à prendre en compte la vie personnelle des employés. Financé à hauteur de 200 millions d'euros sur 10 ans, ce programme doit également rénover l'ensemble des usines Ferrari afin d'améliorer le cadre de vie des employés. La Formula Uomo fut d'ailleurs le leitmotiv de la dernière usine Ferrari dessinée par Jean Nouvel, qui assemble entre autres les Ferrari californiens. Considérée par les employés sont plus productifs dans un cadre plus agréable, l'usine la plus moderne du monde est conçue pour limiter un maximum la pénibilité du travail. Le niveau sonore dans la manufacture est inférieur à 72 décibels. Le nombre de mouvements nécessaires à chaque action est réduit de 60% et l'espace de travail est augmenté de 20% par rapport aux précédentes usines. L'usine intègre par ailleurs une cantine d'entreprise moderne, un centre d'entraînement physique et un centre de connaissances. Le programme Ferrari met également l'accent sur le développement durable puisque 1000 arbres ont été plantés et des cellules photovoltaïques installées à la suite dans la construction de l'usine dans le but, selon l'administrateur délégué de Ferrari, Amadeo Felisa, d'en réduire la dépendance énergétique de 25% et les émissions de CO2 de 35%. plein de moteurs, de sons, d'adrénaline et de vapeur d'octane que nous aimons tous, vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de partager tout ça avec tous les furieux de vitesse que vous connaissez, vos amis, vos proches et vos potes. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça coûte absolument rien et ça nous permet d'aller encore plus loin. Maintenant, si vous avez aimé, vous likez. Sinon, faites comme vous voulez. Non, je rigole, vous avez toujours été dans mon cœur et vous êtes toujours... c'est pour vous que je fais ce genre de vidéo. Donc, likez, partagez, inscrivez-vous. Bien sûr, l'histoire de Ferrari ne s'arrête pas là. Elle restera toujours dans mon cœur et toujours dans l'histoire de l'automobile. Et elle continuera bien sûr à toujours nous faire plaisir pour de longues années encore, je l'espère. Restez connectés, suivez l'histoire de Ferrari. Et si vous avez des moyens, achetez-vous une Ferrari. Je vous souhaite une bonne vidéo. Les amis, j'espère que ce nouveau épisode vous aura plu. Comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, ça vous confirme. Partagez, diffusez, commentez. Abonnez-vous. Non, pas tout. Comme je vous ai dit sur ma chaîne, je vous promets pas les miennes. Plus tard, je ferai que le nom. Après, moi, ce que je fais ici, ça va chier. Et puisque le fond de fils, c'est que ça va chier quand même, donc abonnez-vous sur son nom. Je vous dis à tous. Maintenant, vous commencez à me connaître. Après tout ça, je vous dis les amis, comme d'habitude, portez-vous bien, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et comme d'habitude, mon rencard, je vous dis...